parler de jalons, et le deuxième jalon dans cette démarche et dans cette vie des startups après l'amorçage, ça va être la première industrialisation. Et pour nous parler de ce sujet-là, j'appelle Mathilde Grivet, cofondatrice de Jimmy Energy, et Antoine Fourcade, CEO de Sirius Space Services. Mathilde, vous êtes cofondatrice de Jimmy Energy, vous avez lancé en tandem avec votre cofondateur, il s'occupe du développement scientifique et vous du développement financier et commercial. Vous avez commencé l'année avec grand bruit en annonçant investir 100 millions d'euros pour construire votre première usine au Creusot, afin de fabriquer des micro-réacteurs SMR et fournir de la chaleur décarbonée aux industriels. Antoine, quant à vous, avec Sirius Space, vous avez fait construire la plus grande pièce en fabrication additive d'Europe pour concevoir un mini-lanceur de fusée. Mais vous êtes un peu un ovni, vous êtes CEO à 23 ans et vous vous êtes lancé à 18 ans. Vous avez laissé de côté votre prépa et centrale pour rejoindre la course à la conquête spatiale et vous faites vos preuves avec l'ESA. L'État y croit aussi. Et vous êtes l'une des 4 entreprises françaises du New Space qui lancera une fusée dans 2 ans avec un contrat de 60 millions à la clé. Beau projet. Une orbite que vous comptez bien atteindre. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous parler de quelques clés de la réussite et des écueils à éviter? Tout à fait. Merci d'abord à BPI de nous offrir l'opportunité de présenter Sirius ce soir. Sirius, on l'a lancé en avril 2020, en plein Covid, à un moment où on ne parlait pas de start-up industrielle, ou très peu, mais pas de micro-lanceurs de satellites dans le privé. On a décidé de lancer le premier lanceur durable, compétitif sur le marché commercial pour garantir la souveraineté de la France. On a eu la chance de commencer par le parcours BPI classique, une première bourse French Tech, une première levée de fonds très rapidement, après de passer par des incubateurs, notamment celui de l'Agence spatiale européenne. Et à la suite de ça, on a recruté nos premiers collaborateurs. On a rapidement prototypé notre premier moteur de fusée et en cherché un lieu pour le tester. On a eu la chance de tomber sur un accélérateur qui a pu, en échange d'un loyer et d'un accompagnement financier, nous aider à prototyper ce moteur. Au bout de quelques mois, au bout de 3 mois, on avait développé un prototype de moteur de fusée. Alors, la problématique était la suivante, c'était qu'on était implanté loin de Paris et on recrutait beaucoup chez Sirius. Et donc le premier conseil que j'aurais à donner, c'est bien choisir son implantation. À la suite de ça, on a fait le choix de déménager à la Défense pour être capable toujours de recruter beaucoup. Le problème qu'on a eu, c'est qu'à l'époque, on avait 3 sites. Un site sur le plateau de Saclay, un site au siège du CNES, l'Agence spatiale française, et un 3e site à la Défense. Et c'était compliqué pour échanger entre nos équipes. Alors, le deuxième conseil que j'aurais à donner ce soir, c'est centraliser au maximum ces équipes. Comme quand on est une petite structure, c'est important les échanges. Et la bonne chose qu'on a fait, c'est ouvrir une première petite usine pilote avec nos premières machines, ce qui nous a permis de prototyper plus rapidement. Et donc, le conseil que j'aurai à vous donner, c'est de le faire le plus rapidement possible. Mais ce ne sont pas mes conseils qui sont importants, comme ils sont propres à notre histoire. On a eu la chance d'avoir été accompagnés par Néo Startup Industriel et ils nous ont permis de passer à l'étape supérieure. Donc, rejoignez-les. Merci. Et alors vous, Mathilde, quels seraient vos conseils, les écueils à éviter ou les clés de la réussite? C'est une très bonne question à nous poser, surtout aujourd'hui, parce que Jimmy, aujourd'hui, est vraiment dans une phase charnière de l'industrialisation. Peut-être en 2 mots, nous, on est parti d'un triple constat. Le premier, c'est que les industriels ont besoin de changer leur source de chaleur. Aujourd'hui, tout le monde brûle du gaz pour les procédés industriels et c'est 15 à 20% de nos émissions de gaz à effet de serre. Deuxième constat, la chaleur industrielle, ça se décarbone très mal. On sait bien décarboner l'électricité, mais pour la chaleur, en fait, on a beaucoup de mal à trouver des solutions décarbonées compétitives. Troisième constat, le nucléaire, c'est une technologie qui est sûre et qui est pas chère. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, c'était des micro-réacteurs nucléaires qu'on installe sur des sites industriels pour leur fournir de la chaleur décarbonée et compétitive. Aujourd'hui, on est 70 personnes à Paris. On a levé 20 millions d'euros auprès d'investisseurs privés et 30 millions d'euros de subventions France 2030.
Et on rentre vraiment dans cette phase charnière de l'industrialisation, avec comme objectif de mettre en service notre premier réacteur en 2026. Bravo. Merci. Les conseils. Donc sur les 3 conseils, moi j'en ai un premier qui est vraiment qu'en fait l'industrie, c'est du concret, c'est des équipements, c'est du physique, c'est des rouages qui peuvent se gripper. Et en fait, si on reste sur son ordinateur et sur ses papiers, on peut concevoir un système qui est parfait, qui va très bien marcher, qui va être pas cher. Mais tant qu'on n'a pas été parlé à un fournisseur, tant qu'on n'a pas été parlé à un client, tant qu'on n'a pas été parlé à quelqu'un qui monte des équipements industriels, qui les teste ou qui les maintient, tout ça, en fait, c'est du vent. Donc mon conseil, c'est vraiment d'aller très très vite sur le terrain. C'est comme ça qu'on va apprendre et c'est comme ça qu'on va avoir des retours d'expérience de gens qui savent faire. Il vaut mieux se planter très tôt, effacer son dessin et en refaire un autre, plutôt que démarrer sa machine avec des millions d'euros d'investissement et se rendre compte qu'elle marche pas. Ça, c'est mon conseil numéro 1 et je pense que c'est vraiment le plus important. Deuxième conseil sur la recherche de foncier, qui est vraiment un des sujets, je pense, clés pour les startups industrielles. Nous, on a été très accompagnés par les agences de développement régional. On a mis à peu près 1 an entre le moment où on a commencé à chercher un site industriel pour construire une usine dont vous parliez tout à l'heure, et le moment où on s'est serré dans la main avec la communauté urbaine du Creusot-Monceau. Et c'est vraiment grâce aux agences de développement qu'on a trouvé ce terrain. C'est eux qui connaissent le terrain, c'est eux qui connaissent le territoire, les élus. Et ils font vraiment un pont entre la culture start-up parisienne, voilà, un peu tech, et finalement la culture des élus qui cherchent des emplois, de l'investissement sur leur territoire. Et donc, voilà, aller parler aux agences de développement, pour moi, c'est très important. Troisième conseil, pour ne pas être trop longue, encore une fois sur le territoire, quand on essaye de s'implanter localement, les acteurs du territoire sont vraiment les alliés. Les élus locaux, les chefs d'entreprise, la préfecture, les administrations. Il faut vraiment aller leur parler, il faut leur présenter le projet, il faut comprendre ce qu'eux vont regarder pour nous aider. Et c'est en fait comme ça que le projet marche. Donc voilà, encore une fois, aller sur le terrain. Merci beaucoup. Donc on voit que ça revient, hein. Toujours c'est les mêmes choses qui reviennent. Écouter son marché, tester l'idée le plus tôt possible, tester le produit, entrer en production le plus tôt possible avec le minimum viable product et bien s'entourer dans les équipes et en conseil. Très bien. Est-ce que vous pouvez me donner maintenant un moment qui a été très fort, un temps fort, un seul, dans toute cette expérience où vous vous êtes dit, bah voilà, mon projet, c'est là que je dois être? Alors, il y en a eu beaucoup, je pourrais parler des essais moteurs, mais le plus fort, vous l'avez dit dans votre introduction, c'est le contrat de lanceur. Lorsqu'en avril 2020, on a lancé Sirius avec nos cofondateurs, on n'aurait jamais pensé signer notre premier contrat de lancement 3 ans après avec l'État français. Bon, ça fait beaucoup d'enjeux, on a encore beaucoup à faire, mais maintenant, au moins, on a un premier client et il nous reste 2 ans pour mettre pour la première fois un satellite en orbite. Bravo. Merci. Mathilde. Alors moi, mes moments d'émotion depuis les 4 ans dans lesquels on a démarré Jimmy, c'est quand même souvent des moments qu'on traite avec l'humain. Et donc, une anecdote, alors il y en a eu plein des moments d'émotion, mais pour en retenir un, moi, c'est le jour où notre premier salarié nous a appelés en nous disant « ça y est, j'ai démissionné, je viens chez Jimmy ». Bon, on avait déjà levé des fonds, on avait déjà des clients intéressés, donc on avait quand même des gens qui nous suivaient. Mais là, quand il nous a dit ça, bah, en fait, ça nous a quand même fait un petit frisson parce qu'on s'est dit, tiens, c'est la première fois en fait que Jimmy est en train de changer la vie de quelqu'un. C'est la première fois qu'il y a un impact vraiment concret. Donc voilà, Paul-Claude, si tu nous entends, sache que tu nous as créé un gros moment d'émotion il y a 2 ans. Merci. Donc de l'accompagnement humain, toujours beaucoup d'humain. Merci à tous les deux, je vous laisse retourner en coulisses. Et encore une fois, dans cette phase, merci, dans cette phase de première industrialisation, on a encore une fois besoin de fonds. Et j'appelle donc Michel Delympe, Managing Partner chez Omnes Capital. Michel, vous êtes, comme je viens de le dire, Managing Partner chez Omnes Capital en charge de la Deep Tech. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. En plus
plus de cela, vous venez de créer l'association France Deep Tech Pas tout en seul. 2023, qui fédère tout l'écosystème Deep Tech français. Alors, en tant qu'investisseur, est-ce que vous pourriez nous parler de votre vision, de vos attentes et de tout ce qui se passe? Alors en coulisses, d'abord, on m'a dit qu'il fallait que je vous réveille. Ah. Alors je vous réveille. Ça va, c'est pas trop long? Bon. Alors écoutez, non, l'industrialisation, évidemment, la pré-industrialisation pour un investisseur, alors moi je vais vous donner mon regard humble d'investisseur, mais c'est très important. D'abord, c'est très important parce que quand on parle deep tech, évidemment, il faut sortir de ce mythe de la deep tech peut commencer dans un garage. Quand on parle de deep tech, on parle d'investissement lourd, de capex, et on parle surtout d'industrialisation, et donc évidemment la pré-industrialisation est très importante. Elle est d'autant plus très importante que c'est un moment absolument crucial qui va vous faire passer de grosso modo rien, ou du PowerPoint, d'un prototype à de la production de masse. Donc évidemment c'est important. Et c'est très important parce que ça va vous permettre de dérisquer en fait votre entreprise, et donc ça va maximiser les probabilités de succès d'une levée. Donc c'est important. Voilà. Alors c'est important parce que comment vous allez pouvoir dérisquer ça? Vous allez d'abord avoir un produit. Un produit, c'est tangible, ça se voit, ça se touche, ça fonctionne. Donc ça, c'est un moyen évidemment de limiter le risque. 2, ça va permettre de valider vos hypothèses de business plan, parce que sur Excel, ça fonctionne en général assez bien. Bon, quand on a un premier proto, ça marche encore un peu. Quand on est en pré-série, ça permet évidemment de valider le coût des approvisionnements, de la sous-traitance, le prix de cession, de vente, etc. Donc, c'est aussi un moyen de dérisquer son business model. 3, ça permet de mettre un produit chez un client. Important, le client. Parce que le client peut vous faire un feedback sur le prix, sur comment ça marche. Et puis un client, ça peut parler à des investisseurs. Donc, c'est un moyen aussi de valider et de maximiser vos chances de levée. Et puis, c'est aussi un moyen de valider votre approche industrielle. C'est-à-dire, est-ce que je suis dans une approche un peu monolithique, un peu tunnel? On verra si ça fonctionne dans 10 ans. Ou est-ce que je suis dans du test and learn systématique, avec des prototypes? On teste rapidement. Donc, c'est un outil aussi de validation de l'approche industrielle de l'équipe qui porte le projet. Et puis, enfin, c'est aussi un outil qui permet de limiter le risque parce que vous allez augmenter votre propriété intellectuelle. Vous avez peut-être des brevets. Ça va vous permettre, cette phase de pré-industrialisation, d'acquérir un savoir-faire. Donc vous voyez, pour toutes ces raisons, c'est un formidable moyen de limiter le risque de votre entreprise et donc de lever plus simplement votre levée de fonds, d'assurer plus simplement votre levée de fonds ultérieure. Alors après, on m'a demandé si j'avais des trucs. Bon, je n'ai pas vraiment de trucs pour réussir sa pré-industrialisation, mais je peux partager avec vous quelques petites choses qui me semblent fonctionner. Enfin, vous avez quand même donné le meilleur truc qui est de tester tout de suite le plus tôt l'idée. Et c'est exactement tout ce qu'on a entendu depuis le début. Tester le plus tôt possible. Absolument. Et je vais y revenir. Première chose qui marche, c'est effectivement le test and learn systématique. On fait du prototype. Ça marche, c'est super. Ça marche pas, c'est super aussi, parce que j'apprends. Première chose, ça marche pas mal. Deuxième chose qui marche pas mal, c'est pas hésiter à travailler avec d'autres acteurs. On n'arrivera pas forcément à tout faire, donc c'est pas mal de créer des liens avec d'autres acteurs industriels qui peuvent faire ça. Par exemple, nous, on a investi dans une société qui s'appelle Unseen Labs, qui développe des nanosatellites. Et ils ont délégué la fabrication d'une partie de leurs nanosatellites à des tiers. Pas idiot, on fait autre chose pendant ce temps-là. Et puis la troisième chose qui fonctionne assez bien aussi, c'est d'avoir des produits intermédiaires. Parce que si on est dans son effet tunnel avec un produit qui marche dans 10 ans, comment on va relever? Nous, on a investi par exemple dans Candela, qui développe un ordinateur quantique. Ils ont déjà un ordinateur quantique qui fait 2 qubits, ils l'ont déjà vendu à OVH. Ça, c'est crédible et ça permet de relever des fonds. Donc ça marche plutôt pas mal. Alors après, qu'est-ce qui ne marche pas? Bon, c'est un peu l'inverse, mais pas que. La première chose qui ne marche pas, c'est mal quantifier son besoin de financement quand on part sur de la production. Et là, on se retrouve, on n'a pas finalisé, compliqué de relever. Première chose. Deuxième, j'en ai que 3, vous inquiétez pas. Oui, deuxième chose. Il va falloir finaliser. Deuxième chose. On me dit dans l'oreillette qu'il faut finaliser. J'ai finalisé. Deuxième chose, il ne faut pas hésiter, en fait, il faut éviter l'effet tunnel, un produit trop long, sans étape intermédiaire. Voilà, je suis trop long, donc j'arrête. Ouais. Merci de votre attention, à bientôt.